Vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Niamey au Niger dans le cadre de l'élection présidentielle prévue le 21 février prochain. Nous sommes sur ce plateau en compagnie de plusieurs invités. Adamou Garba, représentant du candidat Amadou Boubacar Sissé. Nous sommes également en compagnie d'Arami Ibrahim, représentant du candidat Hama Amadou, et de Sanoussi Lamine Mahaman, qui est secrétaire général de l'Union des jeunes pour la paix. Et justement alors, Monsieur Sanoussi, pouvez-vous nous dire si les mesures prises ces dernières années ont effectivement accentué ce phénomène de sécurité qu'on a observé au Niger, la formation et la sensibilisation de plus de 5000 membres de la force de sécurité intérieure, des forces armées, des magistrats, dans la gestion des crises et surtout des droits de l'homme en période de crise, la formation également et le recrutement de 234, par exemple, policiers municipaux dans les régions d'Agadez qu'on a précédemment citées. Merci. Je vous ai tantôt dit que la question de la sécurisation, c'est une question d'approche. Nous savons très bien qu'au niveau du Sahel particulièrement, nous avions évolué du CEMOC au G5. Avant de rentrer dans le G5, on n'a pas fait un état de lieu de l'opérationnalité du CEMOC. Nous savons très bien que le CEMOC qui regroupait le pays comme le Mali, le Niger, la Mauritanie, l'Algérie, le pays dans lequel les sièges des CEMOC se trouvaient, on a vu comment ces pays s'étaient comportés dans le cadre de cette politique commune de sécurisation. Maintenant, par rapport au G5, nous avons le pays, chacun est en train de se déployer selon le poids de la menace qui pèse sur son territoire. Oui, la question portait sur la formation, le recrutement de forces armées et de forces de police notamment. Oui, je ne pense pas, si on parle de la question terroriste fondamentalement, la police municipale a un rôle essentiel à jouer. Nous savons très bien que ce corps jusque-là n'a pas obtenu un statut et il y a une difficulté du point de vue opérationnel en termes de coopération entre la police municipale qui n'a aucun statut et les autres forces de défense et de sécurité. Je crois que pour l'expérience de la région d'Agadez, c'est dans le cadre de l'IDS2 qui est un instrument de stabilité à court terme et que aujourd'hui l'Union européenne a mis tout le moyen qu'il faut pour installer la police municipale dans les communes et après c'est les communes qui vont prendre les relais. Et aujourd'hui ils ont des difficultés par rapport au salaire de ces policiers qui se trouvent au niveau des communes. La formation, si ça a un intérêt et les sensibilisations, c'est dans le cadre de la participation des communautés pour lutter contre les phénomènes du terrorisme. Donc la formation pour la gestion des crises, par exemple, et les droits de l'homme en période de crise, ça a moins d'utilité? Le préalable, c'est le renforcement des capacités militaires. Il faut que l'État du Niger, l'armée nigérienne, ait le moyen conséquent pour faire face à toutes les formes de menaces. Les autres contributions dans le cadre de la sécurité, c'est subsidiaire par rapport au rôle que l'armée peut jouer. Nous, déjà, à partir de 2011, on a perçu l'intérêt, la problématique de lutte contre le terrorisme et la collaboration de peuples riverains. On a initié une table ronde, on a soumis ça à l'État du Niger et que l'État du Niger a jugé que ce n'est pas pertinent à l'époque de réunir toutes les couches socio-professionnelles de notre pays pour discuter de voies et moyens pour amener les populations à une sorte de résilience. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons vu le cas de Mali qui doit nous servir de leçon. L'ONU a pris une résolution, notamment la résolution 2285, pour instaurer l'intégrité du territoire malien. Mais jusque-là, on constate que le nord du Mali, l'effectivité du territoire du Mali jusque-là n'est pas à l'ordre du jour. Et malgré la présence des forces extérieures,
Aujourd'hui, même l'armée malienne a des difficultés dans ces mouvements. Monsieur Garbal, on va revenir un peu sur la formation de ces 5000 personnes ces dernières années sous le mandat du président Issoufou. Est-ce que justement ça a permis de gérer les crises et les droits de l'homme aussi en période de crise? Parce que c'est un peu contraire à l'exemple qu'on donnait juste avant, concernant les populations de Difa notamment. Ouais. Bon, on peut dire que la formation est toujours un élément important pour le militaire, pour mieux appréhender un certain nombre de questions. Effectivement, les droits de l'homme en période, par exemple, de période d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en principe éviter de faire les amalgames. Il faut éviter de faire le tout sécuritaire, empêcher à la population de vaquer normalement à ses activités. En principe, l'armée est là pour veiller, mais l'armée ne doit pas chercher à cantonner la population ou à lui faire adopter un certain nombre de comportements pour en quelque sorte lui faciliter le travail. C'est comme l'exemple de la police dans une ville. Le rôle de la police, c'est de chercher les criminels. Il y a des crimes, mais la police ne dira pas, bon, de telle heure à telle heure, il faut fermer boutique. Et je pense que c'est cet exercice-là qui est en train d'être fait pour amener surtout les corps en tenue. Est-ce qu'il a porté ses fruits, cet exercice-là, puisqu'on parle de formation et on se rend compte que sur le terrain, les populations ne bénéficient pas forcément des effets positifs que devraient avoir ces formations? C'est toute la question. Je pense qu'après un certain temps, il faut faire une évaluation. Il faut véritablement évaluer l'impact de cette formation et voir si véritablement l'objectif visé à travers ces formations, ces objectifs ont été atteints. Pour le moment, ce n'est pas tellement le cas. Peut-être qu'on a encore quelques temps pour chercher à voir sur le terrain l'impact de cette formation. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a organisé des ateliers, les gens se sont connus. Peut-être en échangeant, ça permet également, par exemple, quand il y a des cas, que les uns et les autres sachent à qui s'adresser en cas de problème, parce que le plus souvent, sur le terrain, les militaires, la police, tant que le supérieur hiérarchique n'est pas là, les droits ne sont pas respectés. Lorsque vous voyez un droit respecté, c'est qu'il y a un officier à qui on s'est référé. Autrement dit, ça devient un problème assez difficile pour la population. Un autre point, M. Arami, un dispositif de l'armée française a été installé à Niamey pour soutenir les efforts du pays dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans la bande sahélo-sahélienne. Pensez-vous que cette installation au Niger ait eu un impact et des effets positifs dans cette lutte? Ce qu'il faut rappeler, c'est que les conditions d'installation de ces bases, il n'y a pas que la base française, il y a d'autres bases, une base américaine aussi, située quelque part, aussi bien à Niamey que sur le territoire nigérien. Les conditions d'installation ont été des conditions que la population, l'opinion a trouvé, a subitement découvert et dont les conditions ont été opaque et que les gens ont rejeté en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle bien qu'un journaliste avait posé la question dans les jours qui suivaient l'investiture du président Issoufou en lui disant est-ce qu'il semblerait qu'il y a des militaires qui sont étrangers, qui circulent. Et je me rappelle bien de la réponse du président Issoufou, il disait qu'il n'était pas au courant, à sa connaissance que non, alors que ces militaires étaient logés dans... Est-ce qu'il n'y a pas des informations qui doivent rester dans un premier temps secrètes? Mais c'est sûr qu'il faut, dans la gestion de l'État, il y a des dispositifs, il y a des informations respectées, mais une fois que la question se pose, on ne la nie pas. On dit que c'est des questions, on peut trouver les formules. Je pense que
la politique peut permettre la population peut aussi comprendre qu'il y a des questions qui seront très ultérieurement ou bien relèvent du secret défense ou bien de la question de l'État, mais nier alors que l'évidence est une question dramatique et je pense que c'est mentir à la population et pour un homme politique c'est assez redoutable. C'était peut-être une formulation qui n'était pas adaptée sur le moment, sur le coup. Peut-être, mais en tout cas le ressenti a été que les gens ont dit mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc il y a eu un rejet de en tout cas, la ces population bases aujourd'hui militaires encore dans l'opinion, pour ceux avec qui je discute, et la question, elle reste entière. Elle n'a pas été, quand bien même qu'il faut l'installer. La coopération militaire, c'est quelque chose que nous envisageons au niveau de notre parti. Et donc maintenir par exemple ces bases militaires au Niger? Je ne dirais pas forcément maintenir, c'est une question qui va être posée, mais la nécessité de la coopération en matière de renseignement est une question nécessaire dans la lutte antiterroriste. Donc la question, j'espère que les experts militaires, les responsables militaires et les responsables politiques vont se poser la question de quel type de coopération il faut donner, mais il n'est pas dit qu'il faut rejeter systématiquement cette coopération nécessaire à la lutte antiterroriste. Mais pour l'instant, on n'y a pas encore pensé. Mais je pense qu'il y a eu un cafouillage et il va falloir remettre les choses dans l'ordre. Un cafouillage. Alors, Monsieur Sanoussi, ces bases militaires étrangères sont pointées du doigt, effectivement, par une partie de la population. Est-ce que vous pensez qu'elles ont véritablement contribué à ce que le Niger puisse être le havre de paix que le président Mahamadou Issoufou décrit dans son bilan? Exactement, ces forces en présence sur le territoire nigérien sont perçues comme des forces d'occupation. Et moi, de mon point de vue, je trouve que c'est légitime et c'est normal. Le Niger est un État souverain. Et c'est partant des expériences de leur présence à travers le continent africain. On a vu le cas de l'opération Épervier, on a vu le cas de l'opération récente au Mali, l'opération Serval, aujourd'hui Barkhane. Aujourd'hui, beaucoup des organisations de la société civile qui ont une expertise en matière de sécurité ont dénoncé cette présence militaire. Mais quand vous dites force d'occupation, est-ce que vous n'y allez pas un peu fort tout de même? Parce que vous circulez librement au Niger. L'occupation, c'est du fait que l'État du Niger est un État souverain. Nous avons une armée républicaine, une armée nationale qui a comme mission régalienne d'assurer la défense nationale et l'intégrité du territoire. On conçoit mal qu'il y ait d'autres forces militaires qui sont là, donc nous ignorons totalement ce qu'ils sont en train de faire. Nous n'avons pas les capacités de les contrôler et de les maîtriser. Je vous parlais tantôt de l'idéal de mutualisation des efforts, mais dans la réalité, c'est qu'on constate qu'il n'y a pas cette volonté d'aider les États pauvres moins avancés qui font face à la menace terroriste. Parce que moi, si le Niger, mon pays, va prendre dans le budget national des milliards pour injecter dans la guerre, pendant que nous savons très bien les États qui disent sur toutes les zones qui sont engagées à combattre le terrorisme ont des moyens et qui ne mettent pas à la disposition de nos pays. Je trouve que cette volonté, elle n'est pas sincère. Vous trouvez qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis à la disposition du Niger en la matière? La preuve, c'est qu'il faut que le Niger puise dans le budget national à travers un collectif budgétaire, c'est qu'on a vu pour injecter dans la guerre. Or, ils ont des moyens de matériel. Comme il l'a dit, la question du terrorisme, au fond, nous devons nous interroger. Est-ce que ça ne sert pas la cause de la criminalité transfrontalière, si on observe de fond? Sur tout le territoire africain, surtout ici au Niger ou au Nigeria, il n'y a pas des industries d'armement. Nous voyons que les terroristes ont des moyens sophistiqués des dernières générations et on se demande d'où est-ce qu'ils trouvent ça. Il suffit que les puissances sur le territoire duquel il y a ces industries de prendre des mesures fortes pour contrôler la fabrication des armes. On va réduire la portée du terrorisme. Alors on va également savoir ce que les Nigériens en pensent. Nos envoyés spéciaux leur ont tendu le micro et on revient juste après pour conclure cette émission. Je pense que pour
pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme ici au Niger, je pense bien que vraiment le président a fait de son mieux. Parce que juste là, à l'heure actuelle que je vous parle, il y a des militaires qui sont là-bas sur le terrain. Ils se battent jours et nuits dans l'optique de chercher à avoir vraiment une stabilité à ce niveau. Mais je pense que cette lutte-là, elle va en bon train. Nous félicitons beaucoup plus notre armée, l'armée nigérienne et aussi l'armée tchadienne qui combat à nos côtés. Et bon voilà, c'est pas pour leur jeter des fleurs, mais nous savons que du jour au lendemain, ils sont en train de maîtriser cette situation. Et vraiment, ça serait bien que l'histoire de Boko Haram finisse une fois pour toutes. Il a mis des moyens, il a mis à disposition des moyens pour quand même lutter contre Boko Haram. Malheureusement, c'est un réseau terroriste assez important que l'État seul du Niger ne peut pas. Alors, Monsieur Garba, dites-nous, le candidat Amadou Boubacar Cissé prévoit des actions novatrices en matière de sécurité intérieure et de défense des frontières du Niger, s'il est élu? C'est ça, le président Amadou Boubacar Cissé veut aller beaucoup plus loin que ce qui est en train d'être fait actuellement et qui a vraiment montré ses limites. Vous savez, l'armée, c'est une profession. Donc les professionnels de ce corps-là ont besoin, on a parlé de formation, mais ils ont besoin d'agir en militaire. C'est-à-dire sans intervention. Lorsque vous prenez un médecin qui est en train d'opérer un patient, mais si on doit lui dicter ce qu'il doit faire, imaginez-vous comment est-ce qu'il va mener son opération. Donc c'est exactement la même chose. Et le candidat veut que ces militaires aient tous les moyens nécessaires, évidemment en rapport avec les partenaires extérieurs. Parce que aujourd'hui, d'un point de vue de la technologie, nous sommes pratiquement obligés de nous référer à ces partenaires qui disposent de moyens très sophistiqués qui permettent de jour comme de nuit de mener des opérations sur tous les terrains. C'est-à-dire qu'ils vantent qu'il y ait des vents de sable, ils sont pratiquement munis de tout ce qu'il faut pour intervenir et aussi pour faire la distinction entre un terroriste et un honnête paysan. Donc réduire les bavures et permettre à l'armée aussi d'être appréciée. Parce que si l'armée n'est pas appréciée, cela va compliquer son travail sur le terrain. Merci à vous. Alors, Monsieur Arami, que peut faire le candidat Hama Amadou de mieux que ce qui a déjà été fait par le président sortant et candidat Mahamadou Issoufou en matière de sécurité intérieure, de lutte contre le terrorisme? Mais c'est faire encore mieux. Comme vous le dites, le candidat Mahamadou, en tout cas, je dis, a l'intention de prendre cette question sous un autre angle, mais sur un angle global. Notamment, je peux citer un exemple, l'intensification de la sensibilisation des populations, des élus, des leaders religieux de la société civile et des chefs coutumiers, et leur implication dans les actions de prévention, beaucoup de prévention, d'anticipation, et l'intensification, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité dans leur renseignement. Aujourd'hui, la lutte antiterroriste, comme je dis, la question n'est pas complètement militaire. Donc c'est une juxtaposition, je ne dirais pas de juxtaposition, mais c'est une convergence de solutions, et notamment détecter la mise en place d'un système d'information sur les filières de recrutement et de financement des terroristes. À cela, il faut rajouter la question de la prévention de l'anticipation. L'anticipation sur le renseignement, il n'y a que par le renseignement et l'anticipation qu'on va pouvoir détecter assez tôt les menaces pour pouvoir faire face. Il ne faut pas attendre d'avoir des morts sous les bras pour pouvoir dire on engage des forces. Monsieur Sanoussi, qu'attend la société civile du prochain président élu, toujours en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme? Nous attendons fortement du président élu de mettre d'abord l'armée nigérienne dans le moyen, de donner tout le moyen nécessaire à l'armée pour assurer la défense nationale et l'intégrité du territoire. Nous attendons du prochain président du Niger de restaurer surtout la souveraineté de notre pays, et de partir dans cette politique de mutualisation avec, surtout la jalousie de la souveraineté nationale. Ne laisse pas les autres forces qui sont là faire ce qu'elles veulent. Il faut qu'il y ait un contrôle et restaurer
l'armée dans son rôle. Et surtout, nous attendons du prochain président de prendre la question du terrorisme au sérieux, de ne pas surtout banaliser. On a vu ce qui s'est passé. Des honnêtes citoyens ont été qualifiés de terroristes au Niger. Ça banalise la question du terrorisme. On a vu le cas des acteurs de la société civile qui ont été injustement arrêtés, des acteurs politiques à qui on reproche d'être des terroristes. Et surtout, de prioriser l'approche communautaire, inviter les communautés à travers le fora et à travers leur collaboration à contribuer dans la lutte contre le terrorisme. Merci M. Sanoussi, merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions. Chers téléspectateurs, nous allons à présent vous présenter le journal de campagne qui revient sur les derniers meetings des candidats à l'élection présidentielle. Nous nous retrouverons juste après avec un des 15 candidats à l'élection présidentielle. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue à Niamey au Niger pour ce journal de la campagne présidentielle. Conquérir le fauteuil présidentiel au Niger passe le plus souvent par des alliances politiques. Dans le cas de M. Mohamedou Issoufou, le président sortant, il dispose de l'appui d'une quarantaine de formations. On va suivre ce reportage de Wendjam Valentin Compaoré. Au Niger, pour la conquête de l'électorat, des alliances se créent. C'est le cas du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taria parti au pouvoir. Son candidat Issoufou Mahamadou est soutenu par 43 autres partis et formations politiques, à l'image de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès, l'ANDP Zamalaya dont Moussa Djermakoy assure la présidence. Pour lui, la victoire du candidat Issoufou Mahamadou est liée à son bilan qui est positif. Kai Mungani Mungode Nite Irdi Irsabu, promesse tenue. S'agissant du programme de Renaissance 2, qui couvre la période 2016 à 2021, son coût est estimé à plus de 8 000 milliards de francs CFA. Ce nouveau programme ambitionne de consolider les acquis du premier et de réaliser de nombreux et nouveaux projets structurants. Pour cette élection présidentielle, le Parti progressiste nigérien, Rassemblement démocratique nigérien ne présente pas de candidat. Son président Ibrahim Amani Diori, petit-fils de Amani Diori, président de la Première République du Niger, se positionne quant à lui en défenseur du candidat Issoufou Mahamadou. Monsieur le Président, vous avez tenu 5 ans durant, malgré des vents contraires, caractérisés par de nombreuses tentatives de déstabilisation des institutions de la République. Malgré de nombreux complots et malgré cette insécurité imposée à nos frontières, à l'est et au nord, par des barbares. Au Niger, les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 21 février 2016. Ils sont 15 candidats à briguer le fauteuil présidentiel. Du côté de l'opposition, 14 partis forment l'Alliance pour l'alternance en 2016, dont 4 présentent des candidats pour la présidentielle. Le leader du Modène Falumana, M. Hama Amadou, bat campagne depuis sa prison de Filingué. Sur le terrain, ses proches parents mobilisent les militants. On suit ce reportage de Olive Adjakota. La famille de Hama Amadou est de plus en plus impliquée dans la campagne électorale de 2016. On remarque en effet la présence de sa première épouse, son fils et même de sa belle-fille à presque tous les meetings du Modène Falumana. Nous sommes ici à un meeting au palais du 29 juillet à Niamey. Toute la famille reste déterminée avec les militants pour la victoire de Hama Amadou. La mobilisation se passe bien. Ici au niveau de Lumana, les femmes même sont plus mobilisées que les hommes. Et je suis tous les jours, matin et soir, aux côtés des sœurs, de mes sœurs, femmes militantes de Lumana, pour battre la campagne. Étant donné que mon mari a été privé de ses droits à battre campagne, au même titre que les autres candidats à la présidentielle, ma responsabilité c'est de m'engager physiquement pour battre campagne auprès des militantes et des militants du Modène FA Lumana pour faire triompher notre candidat aux élections présidentielles. La famille bénéficie également du soutien de Mme Bayar Mariama Gamatié. Elle était la seule femme à avoir participé à la présidentielle de 2011 au Niger.
Elle n'est pas en lice pour le scrutin prochain, mais a rallié la cause du moderne Faloumana. Il est victime d'une inqualifiable injustice. Je ne peux pas accepter ça, parce que la démocratie, c'est la force des lois. Il faut que la loi se fasse, il faut que la loi ait cours, premièrement. Deuxièmement, c'est un homme d'État, c'est un homme d'expérience. Il a géré le pouvoir ici. Et je pense qu'avec le programme qu'il propose aux Nigériens, on pourrait sortir de l'ornière. Soulignons que Hama Amadou est sorti 3e de la présidentielle de 2011 avec près de 20% des suffrages exprimés. À l'époque, son parti avait déjà gagné la bataille électorale dans la capitale Niamey. Nous sommes à quelques heures de la fin de la campagne électorale. Les partis de l'opposition et ceux proches du pouvoir ne s'accordent pas du tout sur la méthode de vote dite par témoignage. Une forme de vote dont vous aurez l'explication dans ce reportage de Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, la Commission électorale nationale indépendante CENI a adopté le 14 février 2016 le vote par témoignage pour la présidentielle du 21 février 2016. Le vote par témoignage consiste à faire voter un citoyen nigérien détenteur d'une carte d'électeur et absent le jour du scrutin à travers une tierce personne, notamment par procuration. La coalition pour l'alternance 2016, le principal regroupement de l'opposition au Niger, créé pour faire barrage au président sortant, Mahamadou Issoufou, s'insurge contre la méthode. À l'opposition, nous disons qu'à partir du moment où ni la loi électorale, ni la Constitution ne le permet, il ne saurait avoir cours. Donc l'opposition s'est prononcée contre le vote par témoignage parce que la loi ne le prévoit pas et nous sommes dans un régime démocratique. Plus d'1 million d'électeurs nigériens ont été enregistrés sur les listes électorales sur la base des témoignages. La majorité au pouvoir estime qu'il faut éviter de créer des frustrations au sein de la population. L'opposition le savent très bien. Je pense qu'ils font de la politique politicienne parce qu'ils savent que même dans la pratique, c'est ce qui va se passer. On ne peut pas empêcher dans les villages les personnes connues et qui ont leur carte électorale de les empêcher de voter. Ça sera la chaîne dans les villages. La classe politique nigérienne n'a pas pu trancher cette question au sein de l'instance de débat entre formations politiques sur la vie politique au Niger, le Conseil national de dialogue politique CNDP. 15 candidats, dont le président sortant Mahamadou Issoufou, sont depuis le 30 janvier en campagne pour la présidentielle du 21 février prochain au Niger. Et on va retrouver notre correspondant local Sadou Alizé Mokhtar qui se trouve avec le président d'une association qui pour cette élection du 21 février sensibilise les jeunes pour que le scrutin se déroule dans la paix. Sadou. Oui Thierry, nous sommes venus aujourd'hui à la rencontre d'un jeune acteur du processus électoral. Pour ces élections 2016, il a initié un projet afin d'inciter les jeunes à participer à ces élections. Monsieur Sani, bonjour et présentez-nous votre association. Merci beaucoup. Notre association YALI du Niger est une association créée par les boursiers du programme Young African Leader Initiative du président Obama. Donc c'est une association qui vise à promouvoir un leadership servant au Niger. Donc dans le cadre de cette initiative, quelles sont les actions que vous avez eu à mener et que vous continuez à faire? Nous pensons que cette année est une année cruciale pour notre pays. C'est pourquoi nous avons lancé cette initiative J'ai compris, je m'engage dans le cadre des élections. Donc nous offrons une plateforme web pour que la jeunesse nigérienne puisse participer pleinement au processus électoral à travers la compréhension des thématiques et de tous les enjeux qui tournent autour des élections et l'incitation vraiment à participer au vote. Et c'est ainsi que nous avons initié des caravanes à l'intérieur du pays, tout comme ici à Niamey, cette dernière semaine des élections. Nous parcourons les 5 arrondissements pour véhiculer ces messages de paix, ces messages de participation et de mobilisation pour que la jeunesse puisse s'approprier ces élections et participer vraiment dans la paix, dans la cohésion pour comprendre que le Niger doit rester au-delà des élections et que la jeunesse nigérienne doit vraiment sortir massivement pour donner toute l'importance et la crédibilité à ces élections. Oui Thierry, il faut noter que la jeunesse représente environ 60% de l'électorat nigérien. Pour ces élections du 21 février 2016, ils sont 15 candidats à briguer la magistrature suprême du pays. Merci beaucoup Sadou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de campagne. Merci de nous être fidèles. Et l'actualité continue tout de suite sur Africa 24.
Africa 24 vous invite à vivre en direct de N'Djamena au Tchad le premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril 2016. Nous sommes sur la bonne voie pour bâtir une société plus forte, plus solidaire et plus prospère. Vous ne pouvez pas venir avec un seul candidat au risque de vous faire laminer dans ce cas-là par le parti au pouvoir. Il y aura plusieurs candidatures. Programme des candidats, JT de campagne, débat de la présidentielle, débriefing des experts. Vivez les temps forts de la campagne électorale au Tchad grâce à nos envoyés spéciaux, nos invités analystes et éditorialistes. Une biométrie à 6 doigts au lieu de 10 n'est pas une biométrie. Si vous comparez N'Djamena de 2008 et N'Djamena de 2015, il y a fondamentalement un changement radical. Le premier tour de l'élection présidentielle au Tchad, un événement exceptionnel et exclusif à vivre en direct sur Africa 24 le 10 avril 2016. Africa 24, la chaîne officielle et exclusive des présidentielles en Afrique. Africa 24 Magazine vous présente son numéro spécial sur les banques du continent et le secret de leur trésor. Les 500 banques africaines réalisent le meilleur rendement du capital au monde, mais paradoxe magistral, l'Afrique est le continent qui possède le plus faible taux de bancarisation. Découvrez dans ce numéro spécial la saga des 10 premières banques d'Afrique, le zoom sur le franc CFA, une monnaie sans avenir, la success story du mobile banking avec le leader M-Pesa, business du transfert d'argent entre razzia et braquage, microcrédit entre mirage et miracle. Voyage au Bénin, le laboratoire de l'inclusion financière. Des interviews exclusives avec Henri-Claude Oyima de BGFI, Serge Yannick Nana du Financia Capital, Mohamed Al-Ketani d'Atijari Wafa Bank et Philippe Odouoza du BA. Découvrez dans Africa 24 CEO les banquiers qui font l'Afrique. Africa 24 Magazine, en français et en anglais, est en vente chez votre marchand de journaux. À l'initiative du président de la République, le Cameroun se dote du plus ambitieux plan d'urgence économique au service du bien-être de tous les Camerounais. Le nouveau plan d'urgence, doté d'un budget initial de 925 milliards de francs CFA, s'appuie sur 7 volets essentiels: la santé, l'agriculture, l'élevage, les routes, l'eau, l'énergie, la sécurité et l'urbanisme. Basé sur une période triennale de 2015 à 2018, opérationnel sur tout le territoire et ciblant les besoins immédiats des populations, le plan d'urgence initié par le président Paul Biya vise à renforcer et améliorer les conditions et cadres de vie de chaque citoyen du Cameroun, dynamiser et renforcer la croissance économique. Avec le soutien et la mobilisation des financements par les partenaires bancaires nationaux et internationaux, le plan d'urgence est la concrétisation de la parole à l'acte de tous les acteurs de la politique publique. Au Cameroun, le plan d'urgence est notre plus grande aventure et initiative patriotique. Cameroun, un plan d'urgence pour le bien-être de tous. Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 qui reçoit un candidat à l'élection présidentielle. Chefo Amadou, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci madame. On rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes ancien médiateur national, ancien Premier ministre de la Transition, ancien ministre de la Défense. Vous êtes investi par le Rassemblement social-démocrate, le RSD Gasquilla, et vous êtes donc candidat à cette élection présidentielle. Dites-nous tout d'abord.